Amateurs de bons scénarios, amateurs de design aux petits oignons, bienvenue, vous n'êtes pas au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons faire la tier list du cycle 8. Bienvenue à tous, c'est Portinou, je ne vous avais pas oublié. Il a fallu que je prenne mon courage à deux mains pour me taper le cycle 8 une nouvelle fois, pour pouvoir vous faire une tier list qui soit relativement précise. Et donc, pour les joueurs qui ne sont pas encore au courant, le cycle 8, c'est le dernier cycle qui est disponible en édition révisée. Et le choix de ce scénario, enfin de ce cycle, a fait pas mal débat, même si les cartes joueurs sont très bonnes. Vous allez voir qu'on ne peut pas forcément en dire autant des scénarios. On va un petit peu décortiquer tout ça. Et on va commencer tout de suite avec le premier scénario de la boîte de luxe qui s'appelle la remontée de l'Anduin. Et ça va nous permettre d'introduire les problèmes majeurs qu'on va retrouver dans la plupart des scénarios du cycle 8. Le premier problème qu'on va retrouver de manière assez étendue, c'est le fait que les scénarios sont tirés en longueur de manière artificielle, c'est-à-dire que en fait, on va vous demander de remplir des conditions pour faire avancer la quête qui sont un petit peu arbitraires et littéralement vous oblige à attendre un certain nombre de tours avant de pouvoir passer à l'étape suivante et ça va se répéter comme ça d'une étape à l'autre, ce qui fait que très souvent on va se retrouver à jouer plus longtemps que ce qui est nécessaire. On est déjà en place plusieurs tours avant la fin et puis c'est juste une question de répétition. Bref, il y a une très forte lassitude qui va s'installer sur le cycle. On retrouve ça tout de suite avec le premier scénario, puisque dans le premier scénario, la remontée de l'Anduin, on nous dit à la première étape que, vous le voyez, c'est écrit en gras en dessous, on ne peut pas passer la première étape tant qu'un ennemi du deck créature maléfique est en jeu. Dans ce premier scénario, vous avez un deck à part avec tous les ennemis qu'on retrouve de la boîte de base, donc le chevaucheur de loup, le fameux troll des collines, le tireur embusqué gobelin, etc. etc. Et chaque fois qu'on met des marqueurs de progression sur l'étape, on doit révéler un ennemi de ce deck créature maléfique, et tant qu'il en reste un en jeu, on ne peut pas passer. Il y a pire, on dira, en termes de ralentissement, puisqu'en fait l'idée, très souvent, pour ne pas s'embêter, c'est de ne pas mettre de marqueur de progression, donc commencer par un échec de quête, puis s'arranger pour mettre uniquement des marqueurs sur le lieu actif. On se met en place tranquillement, et puis on met tous les marqueurs d'un coup, histoire qu'aucune créature maléfique ne soit venue nous embêter. C'est une grosse faille de design évidemment, puisque vous voyez que la solution pour pas se faire embêter et pas se retrouver à avoir un ennemi comme ça au hasard tour 1, genre un troll des collines, c'est de ralentir, ralentir, ralentir. C'est un autre gros défaut du cycle 8, en plus du fait qu'il tire en longueur, c'est que il n'y a rien qui vous empêche de vous mettre en place tranquillement la plupart du temps. Et donc c'est ce qui va souvent se passer pour ne pas se prendre une tuile d'entrée de jeu. On va se mettre en place lentement et puis une fois qu'on sera en place, on va être bloqué par la mécanique du scénario. Donc ça rajoute à la longueur du jeu. Donc vous avez ça à la première étape et puis à la deuxième étape, ce qui va se passer, c'est qu'on doit aller attacher un allié Aldan à un lieu qu'on devra explorer pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et une fois qu'on aura récupéré Aldan en explorant ce lieu, on devra de nouveau voyager vers un autre lieu, le Vieux Guet. Et en fait, à chaque fois, le scénario nous fait venir des créatures du deck créatures maléfiques. Donc au début, ce sera en mettant des marqueurs de progression sur la quête. À la deuxième étape, ce sera quand on voyage vers un lieu. Donc si vous vous êtes mis en place lentement en fait à la première étape, ce qui va se passer, c'est que vous allez uniquement voyager sur le lieu qui protège Aldan. Et vous n'allez plus voyager du tout. Donc, donc en fait, de nouveau, pourquoi? Parce que vous avez tellement de volonté que vous n'avez pas besoin de vous embêter à nettoyer la zone de cheminement. Et puis à la troisième étape, il faudra qu'on voyage vers le Vieux Guet. Le Vieux Guet, c'est ce lieu-là qui gagne plus 5 points de quête pour chaque ennemi en jeu. Mais pareil, on s'en fiche un petit peu à ce stade de la partie. Euh, donc voilà, c'est un scénario qui n'est pas le plus mauvais de la boîte, mais il va falloir qu'on parle d'un autre, le troisième gros problème sur le cycle 8, c'est la gestion de l'équilibrage et notamment la gestion de l'équilibrage des traîtrises. Donc, le designer du cycle 8 s'est rendu compte d'un truc,
c'est qu'au Seigneur des Anneaux, une technique qui est très forte pour gagner, c'est de swarmer. Et on se rend compte que le designer, je dis le designer parce que je sais pas qui c'est, il me semble que c'est pas Caleb qui a fait les scénarios de ce cycle, ne savait pas quoi faire pour contrer ça. Donc, en fait, c'est un problème de design fondamental du Seigneur des Anneaux. Vous n'avez pas comme à Arkham ou à Marvel des limitations dans votre économie. Et vous n'avez pas un nombre maximum d'alliés que vous pouvez mettre à table. Vous n'avez pas un nombre d'actions maximum. Vous n'avez pas un nombre de cartes en main euh, comme à Marvel que vous allez piocher dont vous avez besoin pour jouer les autres cartes. Bref, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire des boucles infinies au Seigneur des Anneaux. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui vous empêche de swarmer plein d'alliés. Et donc, ne sachant pas quoi faire, le designer s'est retrouvé à faire des trucs du genre colline des terres sauvages, X de menace et X marqueur de progression. X est le nombre de personnages contrôlés par le joueur qui en a le plus. Donc ça, c'est une carte, en fait, vous voyez, hein, les lieux, normalement, ils ont 3 de menace, 2 de menace, 4 de menace, 5 de menace, 1 de menace. Puis ça, c'est un lieu qui peut arriver en une fois, bam, 22 menaces. Voilà. En une fois, vous ne savez pas faire grand-chose contre ça. C'est pas quelque chose qui est équilibré par rapport au reste du jeu. Et vous avez une traîtrise qui va dans le même sens avec provision perdue. Une fois révélé, chaque joueur doit soit augmenter de 1 sa menace pour chaque allié qu'il contrôle, soit infliger un dégât à chaque allié qu'il contrôle. Du subtil, quoi. Et alors, vous avez d'autres traîtrises qui sont, pareil, très très mal équilibrées. Perdu en pleine nature qui peut vous flinguer si vous la chopez en main de départ. D'ailleurs, en termes de traduction, je me rends compte d'un truc, c'est que ça s'appelle Perdu en pleine nature, et je vais juste vérifier, mais il me semble que ça a exactement le même titre que la quête annexe qui vous fait perdre votre main. Ah ouais, Perdu en pleine nature, voilà. Donc dans les deux cas, ça a le même titre. Et donc Perdu en pleine nature, ici sans S, subtilité, vous dit que la prochaine fois que vous jouez une carte, vous défaussez tout le reste de votre main. Voilà, vous avez ça tour 1, vous perdez votre main sans avoir eu le temps de vous mettre en place. C'est de l'équilibrage assez douteux, on va dire, alourdi dans le même sens et très, très douteux. Donc vous devez mettre ça au personnage qui a le plus d'attachement, et à chaque fois que ce personnage va se redresser, vous défaussez un de ses attachements. Donc ça peut... alors pour les gens qui jouent en 3 chasseurs, ça c'est une infamie évidemment, ça vous ruine complètement l'expérience de jeu. Et vous avez un truc dont on ne pensait pas que c'était encore possible de le sortir. Donc ça c'est une traîtrise qui vient de la boîte de base, le fameux rassemblement nocturne qui peut vous révéler 4 cartes de rencontre d'un coup. On est au cycle 8, ça aurait été peut-être bien de ne pas rajouter cette carte dans le deck de rencontre et uniquement aller chercher les gobelins des monts brumeux. Enfin bref, vous voyez qu'il y a pas mal de problèmes de design. Le scénario, à part le fait qu'on retrouve par nostalgie des cartes de la boîte de base, n'a pas vraiment de mécanique intéressante. Ça fait une introduction à un cycle bancal. En fait, généralement, le premier scénario du cycle il est là pour vous introduire aux mécaniques de jeu, comme vous aviez sur les cycles 3, 4, 5, 6 et 7. Bah ici, ça introduit bien aux caractéristiques du cycle qui est des longueurs, des traîtrises mal équilibrées. Enfin bref, c'est un scénario que je vais mettre en C. Vous allez voir qu'il y a pire, mais clairement, on sent dès le premier scénario du cycle qu'on est 3 crans en dessous de ce qu'on avait vu sur les 3 cycles précédents auxquels avait participé MJ Newman. Donc, on arrive sur le deuxième scénario qui s'appelle Perdu dans la forêt noire. Alors, Perdu dans la forêt noire, c'est un scénario qui a la particularité que vous avez à chaque fois 2 étapes de quête pour chaque numéro. Donc vous avez une étape 2A, ici, Araignée de la forêt noire, et une étape 2C qui est Orque de Dol Guldur. Vous avez une 3A et une 3C. Puis vous avez une 4A et une 4C. Et l'idée, c'est que vous ne pouvez avancer qu'en voyageant vers les lieux objectifs. Et vous voyez sur celui-ci, par exemple, on vous met en dessous que quand vous voyagez vers ce lieu, vous passez à l'étape C suivante si possible. Donc vous êtes à l'étape 1. Une fois que vous voyagez vers ce lieu, vous passez à l'étape 2C. Alors au passage, il n'y a rien qui clarifie en termes de wording comment ça se passe. Il faut déduire par soi-même du fait qu'il manque des lieux, en fait. Enfin, qu'il n'y a pas assez de lieux, d'objectifs lieux, que
quand on vous dit l'étape C suivante, par exemple si vous êtes à l'étape 2B, bah, techniquement l'étape C suivante dans le deck c'est la 2C. Mais non, vous devez aller à la 3C. Voilà, il faut le savoir. Il ne faut pas vous taper toutes les étapes, en fait c'est chaque fois une sur deux, mais c'est pas clarifié. Donc la suivante, en fait, c'est l'étape de quête qui tient le numéro suivant et qui a la lettre C. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais encore une fois, c'est vraiment plus confusant qu'autre chose. Alors ça c'est la petite mécanique du scénario, et une fois qu'on a dit ça, il ne se passe pas grand chose dans ce scénario. Les ennemis sont pas très embêtants. On retrouve pas mal d'ennemis, vous le voyez, de la boîte de base. On retrouve de nouveaux ennemis qui sont vraiment pas méchants, du 3-3-1-2, voilà, du 1-1-0, du 1-1-0-2. Enfin, c'est un scénario qui est très facile. Et toute l'idée, c'est de révéler les lieux qui vont être protégés soit par d'autres lieux, soit par des ennemis. Vous savez comment les protégés fonctionnent. Mais une fois qu'on a dit ça, croyez-le ou pas, dans les traîtrises, il n'y a rien d'infâme. Euh, alors il y a celle-là qui peut piquer si vous y êtes pas préparé, la nuée de chauve-souris, chaque jour défausse chaque ressource de la réserve de chacun de ses héros, et augmente de 1 sa menace pour chaque ressource ainsi défaussée. Si vous jouez par exemple avec l'intendant du Gondor et que vous accumulez les ressources sans les dépenser, là ça peut piquer. Mais je dirais, vous êtes puni parce que vous avez mal équilibré votre deck. Normalement, vous ne devriez pas vous retrouver avec plus de 2 ressources sur un héros. Si vous vous retrouvez régulièrement avec plus de 2 ressources sur un héros, c'est qu'il y a un problème il y a un problème dans la répartition des coûts dans votre deck, enfin de l'économie de votre deck. Donc il n'y a pas de traîtrise qui est infâme, contrairement au scénario d'avant. C'est juste que le scénario est très très plat, quoi. Donc, perdu dans la forêt noire, je vais le mettre en B. Il n'est pas intéressant, mais il n'est pas raté. Donc c'est typiquement ce que je vais considérer comme étant un scénario moyen. Alors, la quête du roi, on arrive sur un scénario dont l'équilibrage dépend très très fortement du nombre de joueurs. Si vous jouez en multi à 2 ou plus, le scénario est vraiment pas compliqué. Si vous jouez en solo, il peut être assez retors à cause de sa première étape en fait, puisqu'à la première étape, on vous dit qu'au début de la phase de quête, vous défaussez des cartes du sommet du deck rencontre jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Soit vous le mettez en zone de cheminement, soit vous augmentez de X le niveau de menace de chaque joueur, X étant la menace imprimée de ce lieu. Et les lieux, vous voyez qu'il y a du 4 de menace, alors il y a 1, mais plus 1 de menace pour chaque lieu en pile de victoire. Il y a du 2, il y a du 3, et dites-vous que, en fait, techniquement, en solo, le fait de devoir révéler un lieu à chaque tour, c'est un double renforcement. En pratique, c'est un double renforcement, donc vous jouez en version cauchemar de Marvel. Et l'autre chose qui va être introduite par ce scénario, c'est la mécanique des lieux profonds, comme celui-ci par exemple, il y en a pas mal. Donc ça c'est profond, ça c'est profond, ça c'est profond. Quand vous voyagez vers un lieu profond, vous devez le défausser et le remplacer par un lieu qui vient d'un deck secondaire, qui est le deck des cavernes. Vous retrouvez des lieux, donc vous ne savez pas en fait quel est le lieu sur lequel vous allez tomber. Et le truc qui est pas très habile, je vais dire en termes de design, c'est que vous avez des lieux qui sont infâmes et des lieux qui sont des cadeaux. Et quand je vous dis infâme, vous avez le lac souterrain, regardez, on retrouve cette mécanique qui est tellement intéressante. X de menace, X marqueur de progression, X est le nombre de personnages contrôlés par le joueur qui en a le plus. On sent vraiment qu'ils ne savaient pas comment gérer leur mauvais design de base. Vous avez la caverne croulante, quand ça devient actif, vous répartissez X dégâts entre les personnages que vous contrôlez, X est le nombre de personnages que vous contrôlez. Tout ça, c'est des trucs qui sont sympas pour les Sylvains. En fait, je vais le dire autrement, cette carte vous dit vous n'avez pas le droit de jouer les scénarios profonds avec un deck Sylvain. Voilà. La grotte sombre, qui est, je pense, la pire. À chaque début de quête, vous devez défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'une traîtrise soit défaussée et vous devez résoudre son effet une fois révélé. C'est pas sur ce scénario-ci que c'est le pire, parce qu'ici les traîtrises sont encore ok. Et puis vous avez l'antre effrayant qui vous dit que vous devez défausser X
Enfin, vous devez faire entrer en jeu autant d'ennemis qu'il y a de joueurs dans la partie. Bref, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, et puis il y a des cadeaux, l'arsenal pillé, l'arsenal oublié, pardon. Donc quand ça devient le lieu actif, on peut aller chercher un attachement armure dans son deck. Si vous en avez un, tant mieux. Si vous en avez pas, bah, ça sert à rien. Faites ce lieu. Et puis vous avez le trésor ancien. Quand ça devient le lieu actif, soit vous diminuez de 3 votre menace, vous piochez 2 cartes, ou vous ajoutez une ressource à la réserve d'un héros. Ça, c'est le gros cadeau. Mais voilà, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, et il y a cette petite pression d'entrée de jeu, et là on arrive sur le gros problème habituel du cycle 8. Regardez, on ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas 3 lieux avec des points de victoire dans la pile de victoire. Les lieux qui ont des points de victoire, ce sont les lieux du deck caverne. Donc ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer. Vous tombez d'entrée sur le trésor ancien, super. Vous tombez d'entrée sur le lac souterrain, vous pouvez très vite vous retrouver bloqué. Et alors, à la deuxième étape de quête, vous allez devoir placer un nouveau lieu sous le deck caverne, et il faudra arriver jusqu'à ce lieu pour pouvoir avancer à l'étape 3. Donc vous vous doutez bien que fallait mettre 3 lieux sur 6 en pile de victoire. Il en reste 3. Vous allez en mettre un nouveau en dessous de la pile. D'accord? Donc, il va falloir remélanger le deck caverne ou le réagencer, notamment avec le croisement, si vous tombez dessus. Parce que sinon, la partie peut durer très longtemps. Il faut que vous arriviez jusqu'à ce lieu-là pour avancer à l'étape 3. Et puis, quand vous avancez à l'étape 3, vous devez vaincre le Drake de feu qui sera entré à l'étape précédente. C'est ce gars-là, qui a 7 d'attaque, 17 points de vie. Voilà. Et c'est à peu près tout. Donc ça traîne un petit peu en longueur. Mais c'est pas le pire scénario du cycle. Je l'aime relativement bien en solo. Du fait qu'il met un challenge dès le début de la partie. Mais on peut pas dire que c'est un bon scénario non plus, du fait que ça se. En fait, vous allez devoir vous taper quasiment tous les lieux souterrains, donc ouais. Et ça peut être très frustrant en fonction de l'ordre dans lequel ils sortent. Je vais le mettre en B parce que je suis d'humeur généreuse, mais, mais il est entre le B et le C, ce scénario. Alors, oh, la brande desséchée. Il y a des moments où je me demande ce qui se passe dans la tête d'un game designer quand il implémente une idée qui est aussi pourrie que l'idée de la brande desséchée. Est-ce qu'à un moment il se dit ça c'est une bonne idée quoi? Ou est-ce que il se rend compte qu'il est en train de faire n'importe quoi et qu'il n'a pas d'idée, mais il faut bien remplir la boîte? Je sais pas. La brande desséchée, c'est probablement le scénario. Enfin non, pardon, il y en a un autre. C'est un des 2 scénarios sur lesquels se retrouve ce problème de longueur du cycle de manière assez remarquable, puisque le principe du scénario est le suivant. Première étape de quête, vous devez trouver un signe du dragon et le mettre en pile de victoire. Les signes du dragon, ce sont des objectifs qui sont dans le deck de rencontre, que vous devez révéler, qui vont être protégés par un ennemi. Et donc une fois que vous vainquez l'ennemi qui protège le signe du dragon, pile de victoire. Donc pour passer la première étape de quête, il faut que un signe du dragon soit en pile de victoire, sachant que vous en avez 4 dans le deck. Une fois que vous avez fait ça, à l'étape 2, va venir en jeu le Drake de froid, qui vous voyez attaque à 6, à 18 points de vie, donc on sent bien qu'il n'est pas gentil, et il gagne plus 1 de menace et plus 1 de défense pour chaque signe du dragon en pile de victoire. Il ne peut pas, à l'étape 2, prendre plus de 6 marqueurs de dégâts par tour. Alors je veux juste que vous compreniez un truc, c'est qu'à l'étape 1, pour avancer, il faudra qu'on trouve un signe du dragon, première chose. Deuxième chose, vaincre l'ennemi qui protégera ce signe du dragon. Et ensuite, à l'étape 2, va arriver le Drake de froid, qui, vous le voyez, tape à 6. Et on ne peut pas lui mettre plus de 6 dégâts par tour. Donc par définition, le Drake de froid reste en jeu au minimum 3 tours. Et vous notez que s'il reçoit une ombre sans effet, le défenseur ne peut pas être redressé jusqu'à la fin du tour. Ce qui veut dire que
face au Drake de froid. Soit vous avez un défenseur dédié à la Bérégon pour tanker ses attaques, mais s'il n'y a pas d'ombre, votre Bérégon il restera incliné. Donc au tour suivant, il faudra une autre solution. Soit vous trachez. Mais dans les deux cas, vous comprenez que le Drake de froid, même s'il suffit entre guillemets d'un signe du dragon pour le faire venir en jeu, dès que vous connaissez le scénario, vous n'avez pas envie de le faire entrer en jeu tant que vous n'êtes pas prêt. Donc en fait, l'ennemi qui protège le signe du dragon, typiquement, vous allez le garder engagé, enfin vous allez le laisser en jeu, peu importe qu'il soit engagé ou pas, et vous n'allez le vaincre pour passer l'étape 1 qu'une fois que vous serez complètement en place. Donc on retrouve ce truc dont j'avais parlé au premier scénario qui est étape 1, aucune pression, je me mets en place, 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 je ne fais rien. Et une fois que je suis complètement en place, je passe à l'étape 2. Et à l'étape 2, maintenant arrive le Drake de froid, à qui je ne peux mettre que 6 dégâts par tour. Donc, il va rester encore 3 tours de plus. Et une fois que je lui ai mis les 18 dégâts, ça ne s'arrête pas. C'est là qu'arrive l'idée de merde, puisqu'à l'étape 3, on recommence. Alors, je vous ai dit qu'il fallait trouver les signes du dragon dans le deck de rencontre, mais je me suis trompé, ils sont dans le deck caverne, le fameux deck caverne avec les lieux qui sont cachés par les lieux profonds. Donc, c'est encore pire, puisque il faut voyager vers un lieu profond, espérer que ce lieu profond révèle un signe du dragon, ce qui ne va pas être le cas à tous les coups, hein, puisque au début de la partie, regardez, on vous fait mélanger 2 signes du dragon mis de côté dans le deck caverne. Et dans le deck caverne, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lieux, donc vous comptez que vous avez une chance sur 4. Ce qui veut dire que déjà, avant de trouver le signe du dragon, en moyenne, vous allez attendre 2 tours. Puis il faut voyager, enfin il faut explorer, enfin il faut vaincre l'ennemi, pardon, je vais y arriver. Et ensuite, vous avez le Drake de froid pendant 3 tours. Et donc à l'étape 3, vous mélangez 2 nouveaux objectifs signe du dragon dans le deck correspondant. Vous retirez le Drake de froid du jeu. Et il faut maintenant trouver 3 signes du dragon. Et pendant que vous faites ça, le Drake de froid se soigne de 3 dégâts par tour. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas anticipé, avant de trouver les 3 signes du dragon qui ont été mélangés dans le deck, le Drake de froid, il sera complètement soigné et rebelote. À l'étape 4, il revient en jeu. Et devinez quoi, il ne peut pas subir plus de X dégâts par tour. X est le nombre de signes du dragon dans la pile de victoire. Donc c'est même plus 6 dégâts par tour, c'est 3, maximum 4 dégâts par tour. Donc s'il est redescendu à 0, bah maintenant le Drake de froid, il reste 6 tours en jeu. Enfin, j'arrête de compter le nombre de tours parce que c'est complètement stupide. Et donc, ce que vous allez faire très souvent, c'est à l'étape 1, vous mettre en place tranquillement, révéler les 2 signes du dragon qui ont été mélangés, vider complètement le deck caverne, d'accord? En gros, c'est ça. Vous allez explorer assez de lieux pour qu'il n'y ait plus aucun lieu dans le deck caverne. Et une fois que c'est fait, vous prenez un signe du dragon, vous vainquez le Drake de froid et vous récupérez le 2e signe du dragon en même temps. Tout ça, ça va déjà vous prendre 3 tours. À l'étape suivante, il ne restera plus que 2 signes du dragon dans un deck caverne qui sera vide. Vous récupérerez le 3e et le Drake de froid se sera soigné une seule fois. Donc vous pourrez le vaincre tout de suite. Mais vous comprenez que ça traîne en longueur bêtement. Et surtout, le truc qui est incroyablement ennuyeux, c'est vous avez une étape 3 qui est un copier-coller de l'étape 1 et une étape 4 qui est un copier-coller de l'étape 2. Le scénario est déjà long, mais on vous fait refaire tout 2 fois. Bref, la brande desséchée, vous l'avez compris, ça va en D. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus mis un... Enfin si quand même, on avait mis un au cycle 7. Mais on est vraiment sur du scénario complètement raté. Et puis je vous parle pas en plus du fait que pour arranger le tout, on retrouve notre maîtrise alourdie, perdue en pleine nature, provision perdue. Voilà, en plus de neige abondante, incliner un personnage jusqu'à la fin du tour, les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de cartes des joueurs. Enfin, voilà. Pour chaque personnage redressé que vous contrôlez, soit vous inclinez ce perso, soit vous lui affligez un dégât. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va, c'est un des pires scénarios du jeu. Sans aucun doute. Errance au Rovagnon. Alors, c'est un scénario dans lequel on a un copain qui s'appelle Urdoug et son chien de compagnie qui s'appelle Minus. L'idée est assez simple. Quand vous allez explorer le lieu actif,
au début, vous allez révéler une étape 2 au hasard parmi 3. Il y en a une qui vous fait capturer Minus et vous devez récupérer Minus. Il y en a une qui vous fait capturer la clé de Durin que vous devez récupérer. Et il y en a une qui vous fait capturer le corps d'Urdoug que vous devez récupérer. Et une fois que vous avez récupéré les 3, parce que vous allez prendre les 3 étapes 2 dans un ordre aléatoire, mais il faudra passer de toute façon par les 3. Et une fois que ce sera fait, à l'étape 3, aux surprises, Urdoug, qui était votre copain, et Minus, son chien, se retournent et deviennent des ennemis. Oh, alors ça, on l'a pas vu venir, un troll et un orc qui se retournent contre nous. Incroyable. Alors, et donc à l'étape 3, bon bah il faut vaincre Urdoug, quoi. Hein. On retrouve notre ami Colline des Terres Sauvages avec sa fameuse menace à X. On retrouve des ennemis qui, pour le coup, sont assez sympas, je trouve. Le Hobgoblin qui peut être très anecdotique, ou qui peut être extrêmement méchant. Il a une attaque qui peut aller de 1, enfin une menace attaque et défense qui peut aller de 1 à 6, voire 7, si vous avez mis Bern dans votre deck par exemple. Le troll de pierre, c'est un ennemi qui est très bien, très bien designé. Ça nous rappelle le troll des collines. Vous avez l'ours des terres sauvages, qui est un ennemi intéressant aussi. Vous avez le géant des montagnes grises, etc., etc. En fait, le problème de ce scénario, c'est qu'il n'est pas très intéressant. Il n'y a rien de particulier qui se passe. On retrouve les traîtrises infâmes dont je vous ai parlé. C'est un scénario qui est vraiment très plat, en fait. Euh, et il n'y aurait pas des trucs genre Colline des Terres Sauvages et les traîtrises qui sont là, je pense qu'il aurait sa place en B. Mais la platitude du scénario, couplée à ce mauvais équilibrage, bah, fait que ça va dans la catégorie des mauvais scénarios. Et c'est dommage parce que, comme je vous dis, j'aime bien les ennemis. Je trouve que les ennemis sont bien pensés. Mais bon voilà, il y a plus de points négatifs que de points positifs. Donc Errant Saurovagnon, c'est vraiment sans relief, ça va aller en C. Malheureusement, c'est pas un scénario très intéressant. Alors, ben on va parler d'autre chose. Des flammes dans la nuit. Pour l'instant, le cycle 8, c'est pas folichon, folichon. Et puis on arrive sur le scénario que tout le monde considère à l'unanimité comme le meilleur de tout le cycle. On est sur une mécanique complètement originale, puisqu'en fait, la quête n'est pas une quête. La quête, c'est une colline, un petit village retranché, la colline de Rogar. Et vous voyez qu'il y a 50 points de progression, mais en fait, ce ne sont pas des points de progression que vous avez ici, ce sont des points de vie, ce sont les points de vie de la colline. En fait, à tous les débuts de phase de quête, vous avez le dragon d'Agnir qui va attaquer la colline, en attaquant à 7. Et vous avez l'occasion de déclarer un défenseur. Alors, il n'y a pas d'ombre pour cette attaque au début de la phase de quête, mais donc Dagnir attaque la colline. Si vous ne défendez pas, les 7 dégâts vont sur la quête. Donc en fait, ce sont des dégâts qui sont infligés au village. Et si le village prend 50 dégâts, vous avez perdu la partie. Donc ça, c'est le pitch de base. Okay, Dagnir attaque le village, vous devez défendre le village. Quand vous déclarez un défenseur, tous les points de dégâts en excès vont sur la colline. Et donc l'idée, ça va être de taper Dagnir. Il faut vaincre Dagnir avant que la colline ne flambe. Pardon. Et Dagnir, évidemment, ne peut pas prendre plus de X points de dégâts par tour. X est le nombre de quêtes annexes dans la pile de victoire plus 1. Parce qu'en fait, à tous les tours, vous allez révéler une nouvelle quête annexe, prise au hasard. Et chaque quête annexe va vous mettre des effets négatifs, mais la plupart vont également avoir des effets positifs une fois que vous les résolvez. Par exemple, éteindre les flammes vous dit qu'à la fin de la phase de quête, vous mettez 5 dégâts à la colline de Rogar. Tous les tours. Hein. Et donc, quand cette étape est passée, vous retirez 10 dégâts de la colline de Rogar. Ça, c'est l'effet positif. Et donc, comme je vous dis, à chaque tour, on révèle une quête annexe supplémentaire. Voilà, ici, le niveau de menace de chaque joueur ne peut pas être diminué. Quand cette étape est passée, diminuer de 5 le niveau de menace de chaque joueur. Le truc, c'est que on arrive sur ce qui fait les très bons scénarios du jeu.
vous avez un chrono. Le chrono, c'est Dagnir, puisque Dagnir attaque la colline. Et donc la colline va prendre progressivement des dégâts. Si c'est pas via Dagnir, c'est via les quêtes annexes. Par exemple, avec éteindre les flammes, 5 dégâts par tour. Vous comptez que si vous avez éteindre les flammes au tour 1, il y a une attaque à 7 plus 5 dégâts à mettre sur la colline. Je vous rappelle qu'à 50 ça crame, donc techniquement en 5 tours vous pouvez avoir perdu si vous ne faites rien. Et donc pour vaincre Dagnir, il faut mettre des quêtes annexes en pile de victoire. Donc si vous arrivez à suivre le tempo, si vous arrivez à mettre une quête annexe en pile de victoire à chaque tour, techniquement Dagnir peut être vaincu. Alors il faudrait que je refasse le compte, mais il me semble en 6 tours. Il me semble, ou peut-être un petit peu moins parce qu'il y a des quêtes qui, comme ici, mettent des dégâts directement à Dagnir. Mais donc, je pense qu'en 5 tours vous pouvez gagner. Le scénario est très bien foutu parce que il va falloir que vous quêtiez correctement pour éliminer progressivement les quêtes annexes. Si vous les laissez s'accumuler, ça fait d'autant plus d'effets négatifs qui viennent se mettre les uns par-dessus les autres. Euh, Même si la plupart de ces effets négatifs, honnêtement, sont pas très impactants. Ici, quand Dagnir attaque et détruit un personnage, soignez 5 dégâts sur elle. Bon, si vous la laissez pas détruire de personnage, ça fait rien, en fait, ça. Celle-ci, ben, en fait, n'a pas d'effet négatif tant qu'elle est en jeu. Elle a un effet une fois révélé, mais c'est à peu près tout. Euh, Celle-ci, ben, voilà, à la fin de la phase de rencontre, infliger un dégât à la colline. Pour chaque ennemi en zone de cheminement, il y aura d'office Dagnir, donc ça en fait au moins un. Tenir la porte vous empêche de diminuer votre menace, mais bah, ça dépend de votre deck, mais souvent il n'y a pas besoin de diminuer sa menace quand on termine le scénario avant. Éteindre les flammes qui est clairement pénalisant. Rallier les hommes des bois vous dit que les alliés ne peuvent pas être déclarés comme attaquants contre Dagnir. Si vous attaquez avec vos héros, c'est pas très gênant. Les personnages ne comptent pas leur défense quand ils défendent contre Dagnir. En fait, pris isolément, euh, ces quêtes annexes ne sont pas très méchantes, à part peut-être éteindre les flammes. Mais si vous les laissez s'accumuler, ça peut commencer à faire des combos qui sont très méchants. Notamment, quand Dagnir détruit un personnage, soignez 5 dégâts sur elle, plus les personnages ne comptent pas leur défense quand ils défendent contre Dagnir. Bon, là, ça commence à faire méchant, et vous rajoutez les cartes ombres attribuées à Dagnir sont immunisées aux effets de cartes des joueurs. Bon, voilà, ça commence à faire beaucoup si vous les laissez s'accumuler. Donc, il y a une pression. Il faut que vous parveniez à éliminer une quête annexe à tous les tours pour que les effets ne s'accumulent pas et pour que surtout la colline ne flambe pas. Et en fait, ce qui est très bien aussi, c'est que il y a deux manières de jouer le scénario. La première manière, c'est vous laissez Dagnir attaquer la colline, donc elle va prendre d'office 7 dégâts à tous les tours, et vous faites en sorte de rusher pour vaincre Dagnir avant que la colline n'ait cramé. Et il y a une deuxième manière de jouer qui est plus en contrôle, qu'on va typiquement jouer avec Bérégon ou ce genre de veau, où vous allez défendre son attaque à 7. Ce qui fait que la colline ne prend pas de dégâts et vous vous mettez en place non pas en augmentant votre volonté et votre attaque le plus vite possible, mais vous augmentez très vite la capacité de votre défenseur. Et seulement dans un deuxième temps, vous allez commencer à construire votre board. Donc ce sont deux manières assez différentes de jouer le scénario et les deux sont tout aussi viables l'une que l'autre. En termes d'équilibrage, c'est vraiment très bien foutu. Les ennemis en dehors de Dagnir ne sont pas très impactants, mais c'est pas très grave sur ce scénario, très honnêtement. Et puis au niveau des traîtrises, il n'y a rien de bien méchant. Il y a des traîtrises qui sont bien vues, sans être originales comme la fureur du dragon, puisque Dagnir fait immédiatement une attaque, évidemment. Mais en vous laissant, vous voyez, Dagnir effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Les dégâts sans défense de cette attaque doivent être infligés à la colline. Donc ça vous laisse le choix de dire je défends son attaque à 7 ou alors je la laisse attaquer la colline, mais je perdrai pas un héros sur cette attaque là quoi. Donc vraiment un scénario qui a une très très belle rejouabilité, relativement simple finalement dans ses mécaniques, mais relativement mais très original par ailleurs. Donc des flammes dans la nuit va aller trouver sa place en S. C'est pas très dur, une fois que vous avez l'habitude de le jouer, que vous savez comment. Enfin, que vous avez un bon deck, il n'y aura pas beaucoup de surprises qui vont vous demander de vous adapter.
mais ça reste au frais du fait que les quêtes annexes viennent pas forcément dans le même ordre. Donc de ce point de vue-là, un scénario très réussi, et je pense qu'il y a peu de joueurs qui vous diront qu'ils n'aiment pas jouer des flammes dans la nuit. Et évidemment, on fait directement le grand écart, puisqu'on arrive sur le fantôme de Framsburg. Et je pense qu'il y a peu de suspense sur ce que je vais lui donner comme note. Pour ceux qui avaient vu mon épopée thématique sur le cycle 8, je ne sais plus à combien de tours j'étais sur le fantôme de Framsburg, mais il me semble qu'on avait passé les 25 tours. Je vous avais parlé de la brande desséchée. Le fantôme de Framsburg est en fait encore pire en termes de scénario qui tire en longueur. La brande desséchée tire en longueur, mais c'est parce que on répète des trucs et on vous empêche d'avancer. Dans le fantôme de Framsburg, c'est pas qu'on vous empêche d'avancer, c'est que on vous laisse complètement victime de l'aléatoire. Et l'idée, c'est que pour avancer, donc pour passer l'étape 1, vous devez contrôler un objectif butin. Pour passer l'étape 2, vous devez contrôler 2 objectifs butin. Et pour passer l'étape 3, vous devez contrôler 3 objectifs butin, il me semble. Vous devez vaincre l'ombre de Fram, mais il me semble qu'il y a un truc avec le fait d'aller chercher le troisième butin, je ne me rappelle pas exactement. Mais en fait, le truc est le suivant, c'est que vous avez la mécanique découvrir dans ce scénario. Quand vous voyagez vers un lieu qui a le mot-clé découvrir, vous défaussez les X premières cartes du deck de rencontre, donc par exemple ici les 4 premières cartes du deck de rencontre. S'il y a un des butins dans les cartes défaussées, vous la mettez en jeu, dans la zone de cheminement, il me semble. Je ne sais plus exactement si c'est dans la zone de cheminement ou attaché au lieu, mais peu importe. Vous défaussez des cartes et vous faites venir les butins comme ça. Le problème, c'est que c'est la seule façon de faire arriver en jeu les butins. C'est-à-dire que si vous faites une étape de révélation en phase de quête et que vous révélez une carte butin, ça ne compte pas. Elle part en pile de défausse. S'il y a un butin attribué comme carte ombre à un ennemi, ça ne compte pas. Ça part dans la pile de défausse. Et le seul moyen de révéler les butins, c'est via ce mot-clé découvrir. Et du coup, on arrive à 2 gros problèmes. Le premier problème, c'est que découvrir 4, découvrir X et les dizaines du niveau de menace du premier joueur, par exemple 3, découvrir 2, découvrir 3. Ok, donc en moyenne 3. Il y a 41 cartes dans le deck de rencontre. Et il n'y en a que 3 qui sont valides pour être votre cible. Donc vous faites les comptes, ça fait pas beaucoup. Ça fait une chance sur 14. Pas une chance sur 13, allez. Parce qu'il y a le lieu, donc allez, une chance sur 13. Donc vous avez une chance sur 13, vous avez bien entendu, une chance sur 13. Enfin, il y a une carte sur 13 qui est une cible. Vous en découvrez 3. Et maintenant arrive un autre problème qui est, j'ai voyagé vers un lieu, j'ai fait découvrir 3, et dans les 3 cartes que j'ai défaussées, il n'y avait pas de butin. Je joue en solo. Arrive le tour suivant, je fais la phase de révélation de la quête, j'ai pas révélé de lieu. Je peux pas faire la mécanique découvrir. J'ai révélé un ennemi. Je me tape juste l'ennemi en fait. Et j'attends de tomber sur un lieu. Et quand je tomberai sur un lieu, je pourrai retenter ma chance avec le mot-clé découvrir. C'est d'une stupidité, vraiment. C'est le gars qui a fait ça ne devrait plus toucher à du game design de sa vie en fait. C'est pas possible d'être aussi bête. Enfin, je sais pas comment dire autrement. C'est un design d'une bêtise incroyable. Et je ne peux pas croire que ça a été playtesté. C'est parce que y a toujours des gens qui me diront alors j'ai fait le fantôme de Framsburg et j'ai réussi en 5 ou 6 tours. Oui, ça s'appelle la chance. Statistiquement, vous avez plus de chances d'y passer 20 tours que d'y passer 5 tours. Et si vous y avez passé 5 tours, j'ai envie de dire tant mieux pour vous parce que vous êtes évité la norme qui est d'y passer 25 ou 30 tours. Et évidemment, là je vous ai dit, il y a une chance sur 13 de tomber sur un butin quand vous avez un lieu
avec découvrir, quand vous avez le lieu. Mais le problème, c'est que ça, c'est au début. Parce qu'à l'étape 2, il faut trouver un deuxième butin, mais il n'y en a plus que 2 maintenant dans votre deck de rencontre. Donc c'est plus une chance sur 13, c'est une chance sur 20. Et à la fin, il faut le troisième, donc maintenant c'est une chance sur 40. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fumé en fait. Et alors, ben, le designer, dans son immense clairvoyance, s'est dit, je vais mettre un lieu qui permet d'aller chercher les butins qui sont en pile de défauts. Parce que oui, évidemment, si vous avez, eu, comme ça m'arrive souvent, la chance de révéler les butins en phase de quête, ils partent en pile de défauts, hein, ils ne sont pas remélangés dans le deck de rencontre. Donc vous révélez les 3 butins, ils partent en pile de défauts. Bah, il vous reste votre deck de 30 et des cartes, et qu'il va falloir vider pour pouvoir remélanger la défausse. Enfin, vous en avez 2 qui partent, bah, elles reviendront que quand vous aurez remélangé le deck de rencontre. Il va falloir faire le tour du deck de rencontre. Donc la crypte oubliée, c'est un lieu qui, une fois qu'il devient actif, vous permet, en défaussant des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un mort-vivant soit défaussé, attacher un butin de la défausse à cet ennemi en tant qu'objectif protégé. Donc le designer s'est dit, si jamais les butins sont défaussés, c'est pas grave parce qu'il y a la crypte oubliée qui vous permet d'aller les récupérer. Et c'est là que vous voyez le manque de précision dans le game design. Vous devez défausser des cartes jusqu'à ce qu'un mort-vivant soit défaussé. C'est pas aller chercher un mort-vivant dans le deck ou dans la pile de défausse rencontre. C'est vous défausser du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un mort-vivant soit défaussé. On est en phase de voyage. En phase de voyage, quand le deck de rencontre est vide, vous ne le mélangez pas. Ça veut dire, c'est uniquement en phase de quête que vous faites ça. Ce qui veut dire que quand vous voyagez vers la crypte oubliée, s'il n'y a plus de morts vivants dans le deck de rencontre, vous défaussez et c'est tout. Puisqu'il y a un ensuite, vous ne récupérez pas de butin. Et là où c'est très imprécis, c'est que des morts vivants, il y en a 1, 3 et 6 en tout et pour tout. Maintenant, je vous laisse compter un truc. Il y a peu de butins. Donc le scénario le plus probable, c'est que les butins mettent du temps avant d'arriver en pile de défausse. Et s'il faut du temps avant que ça arrive en pile de défausse, ça veut dire que votre deck de rencontre, il est plus très rempli. Et s'il est plus très rempli, ça veut dire qu'il y a peut-être plus de morts vivants dans le deck de rencontre. Donc s'il y avait eu 15 morts vivants, ok. S'il y avait eu 10 butins, ok. Mais il y a 6 morts vivants et 3 butins. Donc moi, c'est un scénario qui m'arrive tout le temps. J'ai la crypte oubliée, super, je peux rien en faire parce qu'ils sont tous en pile de défausse. Et le problème, c'est que vous vous dites, ouais, mais c'est pas grave, parce qu'il suffit d'attendre que la pile de défausse soit remélangée pour que les morts vivants soient nouveaux dans le deck. Ouais, mais si la pile de défausse de rencontre est remélangée, les butins sont remélangés avec. Donc, le truc qui vous permet d'aller rechercher un butin en pile de défausse, ça marche pas non plus. Enfin, c'est tellement mal designé, je comprends pas en fait. C'est pas possible en fait. Il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va sur ce scénario. C'est une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe de design. C'est voilà. C'est il y a rien à faire quoi. Et alors ben le pire c'est que les butins ils sont complètement inégaux quoi. Parce qu'il y a la clé de la crypte qui vous dit que quand vous voyagez vers un lieu qui a le mot-clé découvrir, vous l'inclinez pour augmenter ou réduire de 1 sa valeur découvrir. Ah oui, parce qu'un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'avec le découvrir, si dans les cartes que vous avez défaussées, il y en a qui ont le mot-clé péril, vous les révélez. Donc vous pouvez vous retrouver à essayer de trouver un butin. Vous avez non seulement pas trouvé de butin, mais en plus vous avez résolu, vous avez révélé des ennemis ou des traîtrises. C'est le fun quoi. Enfin, voilà, j'ai pas envie d'épiloguer. Le fantôme de Framsbourg. Est-ce que je crée une catégorie E juste pour ce scénario? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça va tout en bas. C'est une catastrophe ambulante. Même avec un bâton, j'y touche pas. Alors, voilà. Maintenant que j'ai fait ma petite séance de psy, on passe au Mont Gundabat. Et j'ai envie de bien aimer ce scénario. Et je peux pas
Pour une simple raison, c'est qu'il est buggé. Et encore une fois, ça ne fait que révéler un manque de précision catastrophique du design de ce cycle. L'idée est la suivante. Vous avez un deck de quêtes. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quêtes, comme on avait sur un des scénarios du cycle 2. J'ai oublié le nom, c'était Fuir la Moria. C'est exactement la même mécanique qu'on reprend ici. C'est pas très original. Vous révélez au début de chaque phase de quête la première étape de ce deck de quêtes. Vous ne savez pas du coup sur quoi vous allez tomber. Et il y a des effets différents. Vous avez Dagnir qui est en jeu. L'idée, ça va être de vaincre Dagnir une bonne fois pour toutes. Pour vaincre Dagnir, il va falloir que vous disposiez, enfin que vous reforgiez le fléau des vers. Donc il faut, au départ, vous commencez avec un fléau des vers qui est brisé, qu'il va falloir reforger. Et une fois qu'il sera reforgé et que vous êtes sur la bonne étape qui est le grand ver, vous pourrez défausser ce fléau reforgé pour vaincre Dagnir. D'accord? Donc tant que Dagnir, Dagnir est indestructible, comme vous voyez sur sa carte. Donc la seule manière de vaincre Dagnir, c'est d'avoir reforgé le fléau des vers. Pour reforger le fléau des vers, il faudra explorer le lieu qui s'appelle la première forge. Sauf que la première forge n'est pas en jeu au début du scénario. Au début du scénario, si je retrouve, elle est mise de côté et il faut que vous voyagiez vers... Enfin, il faut que vous voyagiez. Il faut que vous résolviez la quête qui s'appelle les niveaux supérieurs. Donc à la fin de la phase... Pardon, quand cette étape est passée, mélangez la première forge dans le deck de caverne. Donc, on retrouve notre deck caverne, avec les lieux profonds, hein, vous avez compris. Au début, il faut qu'on tombe sur les niveaux supérieurs. Une fois qu'on est tombé sur les niveaux supérieurs, on peut mélanger la première forge dans le deck de rencontre. Une fois que la première forge est mélangée dans le deck caverne, il faudra voyager vers un lieu profond, espérer tomber sur la première forge, explorer la première forge pour pouvoir reforger le fléau des vers et attendre de tomber sur le grand ver pour pouvoir vaincre Dagnir. Alors, le truc c'est que le scénario techniquement il peut aller extrêmement vite. Hein. En multi, vous avez les niveaux supérieurs, boum, vous l'explorez au tour 1, vous mélangez la première forge, vous voyagez vers un lieu profond, boum, vous tombez sur la première forge, vous prenez une autre quête, n'importe laquelle, et puis à l'étape suivante, boum, vous tombez sur le grand ver et vous vainquez Dagnir. Voilà, ça peut prendre 3 tours. Comme ça peut prendre beaucoup plus. Puisqu'évidemment, tant que les niveaux supérieurs ne sortent pas, vous êtes coincé, il n'y a pas de première forge qui compte, quoi. Alors, le truc, c'est que sur toutes les quêtes, on vous dit, à la fin de la phase de combat, les joueurs peuvent contourner cette étape. Contourner cette étape, ça veut dire la quête en cours, vous la remettez en dessous du deck de quête, et du coup, au tour suivant, vous révélerez la suivante. Donc vous avez les niveaux supérieurs qui est indispensable pour avancer. Et puis vous avez, pour chaque étape de quête, un effet négatif quand elle est en jeu. Par exemple ici, les effets, une fois révélés de la première traîtrise révélée à chaque tour, ne peuvent pas être annulés. Et vous voyez qu'il y a un truc qui vous permet d'accélérer. Quand cette étape est passée, cherchez un lieu dans le deck caverne et faites-en le lieu actif. Au hasard, la première forge. Ici, vous avez, après que vous avez engagé des personnages dans la quête, vous défaussez les 5 premières cartes du deck de rencontre et vous prenez au hasard un ennemi défaussé et le placez dans la zone de cheminement. Et puis, quand c'est passé, vous diminuez de 5 le niveau de menace de chaque joueur. Donc vous avez toujours cette idée, quand la quête est active, il y a un effet négatif. Quand vous explorez la quête, vous avez un bonus. Alors, le problème, c'est que vous voyez qu'à chaque fois, à la fin de la phase de combat, vous pouvez contourner cette étape. Voilà. À la fin de la phase de combat, vous pouvez voyager, vous pouvez contourner cette étape. À la fin de la phase de combat, vous pouvez contourner cette étape. Et puis arrive la quête que vous avez besoin de résoudre, enfin, à laquelle vous avez besoin d'être pour gagner le scénario, le grand ver. Et maintenant, regardez ce qui est écrit. À la fin de la phase de combat,
s'il y a 4 quêtes ou moins dans la pile de victoire, les joueurs doivent contourner cette étape. Donc s'il y a 4 étapes de quête ou moins, vous devez contourner cette étape. D'accord? Maintenant, je vais vous inviter à faire un truc avec moi. On va compter. Donc vous retirez le grand verre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous rappelle qu'on a besoin, indispensable, hein, sinon on ne peut pas avancer, on a besoin que les niveaux supérieurs soient résolus. D'accord? Imaginez le scénario suivant. Tour 1, je tombe sur les profondeurs. J'arrive à résoudre les profondeurs. Ça part en pile de victoire. Tour 2, je fais la même chose avec Terrier en ébullition. Tour 3, je fais le courroux de Dagnir. Tour 4, je fais Ténèbres inquiétantes. Tour 5, je fais Poursuite imminente. C'est tombé dans cet ordre-là. Il y a maintenant 5 étapes de quête en pile de victoire. Et c'est encore pire parce que vous voyez que la quête de départ va elle aussi en pile de victoire. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de ces 5-là. Il suffit que 4 sur les 5 que je viens de citer sortent en premier lieu et que je les résolve. Et maintenant, relisez. À la fin de la phase de combat, s'il y a 4 quêtes ou moins dans la pile de victoire, les joueurs doivent contourner cette étape. Il n'est pas écrit, comme sur toutes les autres quêtes, que je peux contourner. Ici, il est écrit que je dois contourner s'il y a 4 quêtes ou moins, mais s'il y a 5 quêtes dans la pile de victoire, il n'est pas mis que j'ai le droit de contourner. Donc, j'ai résolu 5 quêtes, je ne suis pas tombé sur les niveaux supérieurs, je n'ai pas le droit de contourner. Je suis bloqué à cette étape, et comme le fléau des vers n'a pas été reforgé, je ne peux pas terminer le scénario. Et voilà, je peux pas croire que ce soit un professionnel qui a fait des trucs comme ça. Enfin, c'est tellement approximatif, c'est affligeant, quoi. C'est catastrophique. Donc vous avez un vrai bug de design, et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un truc incroyable ce que je viens de vous dire. Hein. Il suffit qu'il y en ait 4 sur les 5 qui sortent avant celle-ci. Donc il suffit que celle-ci soit dans les 3 dernières, dans les 2 dernières, pardon. Ce qui veut dire une chance sur 3. Enfin, je vous parle pas d'un truc qui arrive une fois sur 100. Alors quand vous le savez, vous résolvez pas les quêtes, vous les contournez, vous faites exprès de faire des échecs de quêtes. Mais c'est aux joueurs de faire exprès de perdre pour gagner. Enfin, c'est n'importe quoi. Si vous n'êtes pas au courant de ce que je viens de dire, vous perdez sur de mauvais design, quoi. Et vous ajoutez à ça le fait que c'est un scénario qui a une longueur extrêmement variable. Il n'y a rien, à part éventuellement les profondeurs, qui vous permettent d'un petit peu accélérer, comme c'était pour le coup beaucoup mieux foutu sur le cycle 2 plusieurs années avant. Il n'y a rien qui vous permet de choisir un petit peu l'ordre des quêtes. Vous êtes vraiment victime du deck de quêtes. Enfin voilà, j'aurais voulu aimer ce scénario, mais il est raté, quoi. Il manque une Dabat, ça va, on sait. C'est vraiment un très mauvais design, malheureusement. Des erreurs aussi basiques, c'est juste affligeant, quoi. Et on arrive sur le dernier scénario du cycle. Hein. Vous voyez qu'on a eu du très très lourd sur ce cycle 8. Qui est le destin des terres sauvages. Qui pour le coup va un petit peu remonter la moyenne. Parce que le scénario est très mécanique. Mais il est défoulant, on va dire, après un cycle 8 complètement aux fraises. Donc l'idée est assez simple. Vous avez vaincu Dagnir, Urdoug, l'orque revient à la charge, en tout cas c'est ce que je comprends, et Urdoug fait venir toute son armée d'orques et de gobelins avec lui. Donc l'idée c'est que vous avez 2 objectifs en zone de cheminement, l'assaut des gobelins d'une part, la défense des héros d'autre part. Vous avez également Urdoug, et puis vous devez défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi par joueur soit placé en zone de cheminement. À la fin du tour, vous mettez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins pour chaque ennemi en zone de cheminement. Il y a d'office Urdoug. D'accord, il y a au minimum Urdoug, parce que Urdoug, il ne peut pas quitter la zone de cheminement. C'est écrit sur sa carte. Et donc il faut qu'on aille lire ce que fait l'assaut des gobelins.
Uruk gagne plus de défense pour chaque autre ennemi en jeu et ne peut pas subir de dégâts. Voilà, et quand vous obtenez un échec de quête, vous placez un marqueur de progression ici, par joueur dans la partie. Donc à la fin de chaque tour, vous mettez des marqueurs dessus en fonction du nombre d'ennemis que vous n'aurez pas engagés. Et donc minimum 1 avec Uruk, donc ça va avancer quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, si vous avez gardé tout le monde pour la phase de combat, pour vider la zone de cheminement, et que vous avez du coup fait un échec de quête, vous mettez également un marqueur. Donc il y a une pression qui est mise d'entrée de jeu, puisqu'on nous dit s'il y a au moins 2 marqueurs de progression plus 2 par joueur sur l'assaut des gobelins, vous passez à l'étape 2. Donc en fait, il y a un chrono qui s'enclenche et au maximum en 4 tours, vous allez passer à l'étape suivante. Vous notez que quand les étapes passent, c'est pas vous qui faites avancer les étapes de quête, quoi. C'est cette mécanique avec l'assaut des gobelins. À l'étape 2, vous devez de nouveau révéler des ennemis par joueur. Donc le truc c'est que si vous avez avancé la quête, parce qu'il y avait trop d'ennemis en zone de cheminement, à l'étape 2, c'est un rebelote. Il y a de nouveau des ennemis à aller révéler, donc il y en aura d'autant plus. Donc vous n'avez pas intérêt à traîner, vous avez intérêt à prendre les ennemis très rapidement. Et notez que s'il y a un deuxième ennemi en zone de cheminement que vous ne le preniez pas au premier tour, il y a déjà 2 marqueurs sur l'assaut des gobelins. Au tour suivant, si vous ne l'avez toujours pas pris, on est au tour 2. Paf, il y a les 4 marqueurs, vous passez à l'étape 2. Donc là maintenant, vous avez un troisième ennemi au minimum à gérer. Et quand les ennemis attaquent, vous placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins. Donc maintenant, c'est pas le fait que les ennemis soient en zone de cheminement, c'est le fait qu'ils attaquent. D'accord? Donc si vous laissez les ennemis attaquer plusieurs fois sans les tuer, l'étape avance, puisque maintenant, s'il y a 4 marqueurs plus 4 par joueur, vous passez à l'étape 3. Et à l'étape 3, vous placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins à chaque tour pour chaque ennemi en jeu. Donc là maintenant, c'est plus ils sont en zone de cheminement où ils attaquent, ils sont simplement en jeu, vous mettez des marqueurs, et quand il y en a 8 plus 8 par joueur, vous avez perdu la partie. Notez que les marqueurs, ils se réinitialisent pas. Donc vous en aviez 4 à la fin de la première étape de quête, vous repartez à 4, et dès qu'il y en a 8, vous passez à l'étape 3, vous êtes à 8, et dès qu'il y en a 16, vous avez perdu la partie, quoi. Donc vous pouvez très vite vous faire déborder par l'assaut des gobelins. Et en contrepartie, vous avez la défense des héros. Quand vous détruisez un ennemi, vous placez une ressource dessus. Et s'il y a 5 fois le nombre de joueurs en ressources sur la défense des héros, vous êtes engagé avec Uruk et vous avez le droit de lui taper sa mouille. Donc l'idée, c'est que vous devez vaincre 5 ennemis. C'est très simple en fait en termes de mécanique. Vous devez vaincre 5 ennemis rapidement pour pouvoir engager Uruk et lui péter sa mouille. C'est tout. Voilà. Et le scénario ne vous prend pas plus la tête que ça. Et par contre, d'un autre côté, il y a ce chrono. Vous savez que j'aime bien quand il y a des chronos dans les scénarios. Si vous mettez en place trop lentement, la quête elle avance et vous allez vous faire déborder par les ennemis. Donc il faut que vous vous mettiez en place rapidement. Il faut taper les ennemis. Il n'y a pas besoin de faire de succès de quête dans ce scénario. Il faut juste taper les ennemis, quoi. On retrouve malheureusement les collines des terres sauvages, mais par contre, il n'y a pas de traîtrise qui soit aux fraises. Il n'y a pas d'autres lieux qui soient aux fraises non plus. Voilà, c'est un scénario que je trouve pour le coup vraiment réussi. Il manque peut-être un petit twist ou quelque chose pour le mettre dans les très bons scénarios du jeu. Peut-être aussi le fait que il y a ce problème de longueur du cycle 8. Il faut taper 5 ennemis par joueur, donc à 4 joueurs, ça fait 20 ennemis à tuer avant de pouvoir commencer à taper sur Uruk, ça commence à faire long. Donc en solo, il est très bien, mais dès que vous êtes en multi, le scénario perd un petit peu de sa superbe, je trouve, parce que pour vaincre 20 ennemis, vous comptez que dans le deck de rencontre, il y en a 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Donc en fait, ça va tourner toujours sur les mêmes ennemis, ça va devenir un petit peu répétitif malheureusement. Mais en solo, il est vraiment très réussi, je trouve. Donc c'est un scénario que je vais mettre en A pour marquer le coup par rapport aux autres. Mais si vous êtes plutôt à jouer en multi, je pense que c'est un scénario qui descendrait en B. Et puis si vous jouez à 4, il y a même moyen que ça descende en C à cause du côté répétitif. Donc là, ça dépend vraiment du nombre de joueurs. Et donc vous voyez que quand on fait le bilan du cycle 8, c'est pas fameux, quoi. Vous avez des flammes dans la nuit
qui est un excellent scénario, qui est un peu une anomalie dans le cycle. Le destin des terres sauvages, que je trouve assez réussi, mais si vous n'êtes pas du genre à aimer les scénarios avec de la castagne, ça vous plaira pas du tout. Et puis tout le reste, vous voyez qu'il y a deux scénarios catastrophiques, juste pour que vous vous rendiez compte. Ce n'est que la deuxième fois qu'on voit ça depuis, et la dernière fois c'était le cycle 1. Donc c'est une catastrophe. Vous avez trois scénarios qui sont ratés, puis vous avez deux scénarios moyens. Enfin donc au bilan, ça penche vraiment sur le négatif. C'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur le choix du cycle 8 comme scénario à rééditer. Je pense que c'est pas usurpé, les critiques sont pas usurpées. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui trouveront que le cycle 8 est très bon, ou alors vous ne l'avez pas joué souvent, vous l'avez joué une ou deux fois à mon avis. Donnez-moi toujours votre avis, taillez-moi dans les commentaires. On se retrouvera très bientôt pour le 9e cycle, et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!